Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice d'entraînement numéro 5. La digestion, c'est dans les tuyaux. Une correction en mode furtif, comme vous l'entendez, car enfin les enfants sont couchés, bébé dort, truc incroyable, surtout que bébé est malade, donc il dort pas des masses en ce moment. Donc j'espère que vous m'entendrez, on est un petit peu en mode ASMR, vous savez, ces vidéos où il y a des gens qui vous susurrent des trucs à l'oreille pour vous détendre. Je déteste ce genre de vidéos, je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Si je parle plus fort, il va se réveiller, ça va être l'enfer. Pour le moment, je surveille le babyphone, tout va bien. Donc, la digestion, c'est dans les tuyaux. Vous voyez que j'ai pas beaucoup progressé sur les titres. Bon, voilà. À nouveau, j'ai pas trouvé mieux. Donc, c'était surtout un exercice qui permettait d'étudier un petit peu l'histoire des sciences, et notamment les expériences de Réaumur et Spallanzani, et un petit troisième dont on parlera pour le deuxième exercice. Je vous avais prévenu qu'il y avait énormément de textes à lire. Ouais, je suis désolée, ça fait 2 exercices de suite que vous avez beaucoup de textes à lire, mais en même temps, c'est des histoires, c'est de l'histoire des sciences, alors fallait bien que je vous écrive plein de trucs. C'était un peu les histoires du père Castor, comme d'habitude. Vous savez que j'adore raconter des histoires, donc là, j'étais toute frustrée de ne pas vous le faire de vive voix, donc bon. Je vais essayer de me retenir dans cette vidéo de vous relire les histoires, parce que vous savez lire a priori, donc vous n'avez pas besoin que je vous les relise. On va simplement commenter les choses rapidement. Je vous avais dit qu'on avait vu dans le cours donc, que la digestion c'était un phénomène mécanique et chimique, mais on n'a pas toujours su ça. Donc tout l'objet de cet exercice c'était de voir comment on avait découvert que c'était un double processus en fait. Je vous avais fait un petit rappel sur les expériences témoins et les expériences tests. Hein. Donc j'espère que vous vous souveniez que quand on fait une démarche expérimentale en sciences, quelle que soit la science, enfin souvent les sciences expérimentales, notamment les sciences physiques, physique-chimie et SVT, on fait toujours 2 expériences, un témoin, un test, et on ne change qu'un seul paramètre entre les deux pour pouvoir comparer les résultats à la fin, parce que si on change 36 choses entre les 2 expériences, bah, les résultats qu'on obtient, on ne sait pas à quel changement de paramètres ils sont dus. Je tiens à le rappeler parce que même dans le monde scientifique actuel, visiblement, de temps en temps, c'est un truc que les scientifiques oublient. C'est un petit peu dommage, hein, voilà, surtout que les expériences, parfois, elles coûtent cher, donc c'est un peu ballot d'oublier ce postulat de base qu'on apprend dès la 6ème, normalement, voire au primaire, donc c'est un peu moche. C'est pour ça que je vous avais mis le Grumpy Cat, pour ceux qui connaissent. J'espère vraiment que je suis en train d'enregistrer, que vous entendez ce que je raconte. Voilà, pour le moment, bébé dort. Je vais vous tenir au courant toutes les 30 secondes, tellement je suis sur les dents, c'est horrible. Donc, je vous ai expliqué qu'au départ, au tout départ, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, enfin c'est pas le tout départ, mais jusqu'au XVIIIe siècle, on était convaincus que la digestion n'était que mécanique. Tout simplement parce qu'on s'était rendu compte que quand on prenait un aliment, on le mâchait, et puis ça finissait en purée caca, voilà. Et donc on pensait que voilà, le simple fait de mastiquer, si vous voulez, ça suffisait à digérer les aliments. On s'était pas trop posé de questions. Et puis ça avait été confirmé par voilà, un certain Borelli, voilà, au XVIIe siècle, qui avait vu des poules manger des grains en avalant des caillasses qu'elles stockaient dans leur gésier. Donc je vous expliquais, le gésier c'est une sorte de poche mixeur intégré quoi, qu'ont les oiseaux. C'est effectivement un organe qui permet de broyer les grains, mais après il y a une digestion chimique, sauf que lui il se dit bon voilà, c'est tout, les poules elles gobent les grains et puis elles les digèrent, c'est bon, c'est mécanique. C'était pas trop enquiquiné le monsieur. Mais bon, voilà. Donc ensuite, je vous parlais de Réaumur, français, n'est-ce pas, 1750, qui lui a bien senti que c'était un peu daubé cette histoire hein, de poule qui avale les grains et pouf, par magie, ça se digère. Et lui, il pensait qu'il y avait quand même un processus chimique dans l'histoire. Donc, à nouveau, enfin pas à nouveau, là, donc torture animale, hein, clairement. Il a utilisé des buses, donc, leur a fait avaler des tuyaux en métal avec un bout de viande dedans, tuyaux tube percé au debout. Et comme les buses, comme tous les rapaces, hein, recrachent les parties non digestibles, je suis fatiguée, non digérables de leur repas, et ben du coup, la pauvre buse qui avait avalé le tuyau a recraché son tube, et
donc au bout de 24 heures. Et Réaumur s'est rendu compte que la viande, malgré la présence du tuyau en fer, avait été complètement ramollie, digérée, etc. Donc il en a déduit que devait y avoir un processus, non pas de broyage, mais un processus chimique, certainement, qui avait digéré la viande, quoi. Je vous la fais très rapide, hein. Encore une fois, mes minutes sont comptées. Ensuite, un peu plus tard, Spallanzani s'y colle. Et alors lui, à nouveau s'acharne sur des oiseaux. Je vous explique qu'en fait, lui, il pensait vraiment que c'était les liquides digestifs qui étaient à l'origine de la digestion. Et donc, il leur faisait avaler des bouts d'éponge attachés à des ficelles pour récupérer leur suc gastrique. Donc le type a fini par se dire qu'il fallait arrêter de torturer les piafs et a fini par se faire vomir, hein, tout simplement. Donc, voilà, quitte à faire de la science un peu crade, prends-toi comme cobaye, s'il te plaît, arrête de torturer des oiseaux. Et donc il s'est fait vomir à jeun, donc l'estomac vide, donc, pour récupérer son suc gastrique. Il a mis un bout de viande cuite dans son suc gastrique d'un côté et dans un tube rempli d'eau de l'autre, le tout à 37 degrés, on verra pourquoi. Et 35 heures plus tard, dans le suc gastrique, la viande avait disparu, et dans l'eau, la viande était quasi intacte, hein, à peine hydratée, quoi. Donc ça, c'est pas mon bébé qui pleure, c'est mon chat qui miaule. Mais tu viens de manger, abruti. Bah oui, ne regarde pas avec ses yeux. Bon. C'est un ventre à pattes. 8 kilos quand même le bestiau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour un chat c'est énorme. Donc rien à voir, on continue. Donc, premier exercice, sur la base de tout ce que je vous avais raconté, je vous demandais de relier chaque expérimentateur à son hypothèse de départ. Donc je vous avais donné les expériences, leurs résultats, et il fallait essayer de vous mettre dans la tête de l'expérimentateur pour savoir quelle était son hypothèse qu'il voulait tester au départ. Évidemment, je vous avais mis tout un fourbi là, et donc il y avait des fausses réponses. Oui. Donc, je vais prendre la version Word, enfin pas Word, mais LibreOffice de mon truc, pour tracer des traits. Donc Réaumur, c'était le premier. Lui, il avait fait donc gober un tube à une buse, et il pensait que la digestion, donc, n'était pas un phénomène seulement mécanique. D'accord ? Par contre, il avait aucune idée de liquide digestif à l'époque. Juste, il se disait que c'était pas que mécanique. Froufrou, s'il te plaît. Je suis en train de travailler. Merci. Donc, la première, c'était pas ça. Lui, il avait pas pensé au liquide digestif. Je pense qu'il savait même pas trop que ça existait. La digestion est un phénomène purement mécanique. Pas du tout. C'était Borelli qui pensait ça. Donc, c'était pas Réaumur. La digestion ne peut se faire qu'à 37 degrés. Non. Rien dans son expérience de buse qui nous fait penser ça. Et la digestion est un phénomène purement chimique. Voilà quelle était l'hypothèse de Réaumur. Mais quel crétin, excusez-moi. Mais casse-toi. C'est lui qui va réveiller le bébé, le pire. Non mais ce chat, j'en peux plus. Je l'adore, hein, mais bon. Donc voilà, Réaumur, la digestion est un phénomène purement chimique. Spallanzani, lui, est allé un petit peu plus loin, sachant que la digestion était chimique, il voulait savoir qu'est-ce qui était l'agent de digestion dans l'histoire, et il a pensé au liquide digestif. C'était ça son truc, de prélever avec des éponges et de se faire vomir, d'accord ? Donc, la digestion est un phénomène purement mécanique, toujours pas. La digestion ne peut se faire qu'à 37 degrés. Oui, il a mis ses tubes à 37 degrés, mais est-ce qu'il a fait varier ce paramètre entre son témoin et son test ? Non. Donc c'était pas ça qu'il testait dans son hypothèse. C'était pas la température. Lui, ce qu'il a fait varier entre ces deux tubes, témoin et test, c'est le liquide dans lequel il mettait la viande. Donc son hypothèse tient compte de ce paramètre qu'il a fait varier, donc c'est la digestion est due au liquide digestif. C'est ça le paramètre qu'il a fait varier. Donc c'était ça son hypothèse. Ouais, hein, c'est finot, hein, cette histoire. Donc voilà ce qu'il fallait mettre. Ensuite, je vous demandais quel expérimentateur n'a pas respecté les règles fondamentales de l'expérimentation, témoin et test. Je suis désolée, j'ai pas précisé, je parlais entre Spallanzani et Réaumur, je parlais pas de Borelli, hein. Lui clairement il était éjecté, hein. Lui il a juste regardé une poule, hein. Il a même pas fait d'expérience, hein, d'accord ? Donc entre Spallanzani et Réaumur, il y en a qu'un qui a fait un témoin et un test, si vous regardez bien, c'est Spallanzani. Réaumur, il a fait une expérimentation, mais il a pas fait de montage, il a pris sa buse, il lui a fait gober son tube, il a vu ce qui ressortait, mais il a pas fait une expérience en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc,
toute bonne foi, je sais pas trop quelle expérience témoin il aurait pu faire, enfin faudrait se creuser un petit peu le fond de la soupière, mais là je n'ai pas le temps. Mais clairement, Réaumur, même s'il a fait des chouettes observations, bah il n'avait pas fait de témoin et de test. C'est Spallanzani qui a fait 2 montages. Donc, ici, l'expérimentateur qui n'a pas bien fait son travail, même s'il a fait avancer la science, c'est Réaumur. Il faudrait faire une phrase complète. Mais là, par gain de temps, je ne vais pas le faire. D'accord ? Ok, mince, et ben voilà, bébé est réveillé. Flûte. Je continue. Après, je ferai une pause. À votre avis, pourquoi Spallanzani a-t-il placé ses tubes à essai à 37 degrés ? Ça vous est un paquet à avoir trouvé. L'explication, c'est qu'il voulait se rapprocher le plus possible des conditions du corps humain. Or, notre corps humain, il est à quelle température ? Il n'est pas à 20 degrés température de la pièce, hein. Il est à 37,5 à peu près. Donc du coup, c'est pour ça qu'il a mis ses tubes à 37 degrés, c'était pour reproduire les conditions du corps humain. Vous voyez ? Donc, Spallanzani, allez, je fais une phrase complète, a placé ses tubes à 37 degrés Celsius afin de reproduire les conditions du corps humain. Clic, clac, merci Kodak. C'est ma nouvelle blague du moment. Je suis désolée, je vous laisse parce que vous voulez entendre. Bébé pleure, donc je vais aller le chercher. Quand même, je vais pas le laisser comme ça. Allez, à plus tard. Alors, magie du montage, nous revoilà le lendemain, après une nuit blanche de vomi. J'adore. Bébé dort, hein, on croise les doigts. On espère que ça va durer. Donc, je sais plus où on en était. Ah bah si, on avait fini ça. On avait expliqué que Spallanzani il avait mis les tubes à essai à 37 degrés pour reproduire les conditions du corps humain. Et à la suite de ça, je vais vous raconter une petite histoire supplémentaire à propos d'un certain Beaumont. Donc ce monsieur, médecin militaire de l'armée américaine, donc je vous avais expliqué que visiblement il s'ennuyait dans son hôpital de campagne. Il n'avait pas une carrière brillantissime à l'époque, hein, il n'était pas trop bon, pas très connu, et on lui apporte un trappeur canadien, Alexis Saint-Martin, qui s'est pris une balle dans le buffet, et qui a donc un trou béant qui donne sur son estomac. En fait, j'ai fait exprès de pas trop en dire parce que j'en pense ce que j'en pense de cette histoire. Mais Beaumont, qui était un piètre chirurgien, en fait, se rend compte qu'il n'arrive pas vraiment à le rafistoler, le monsieur. Et il se dit mais attends, mais trop génial, un trou béant sur l'estomac, on est en plein boom sur la digestion, etc. Là il y a un truc à faire. Donc pensant fortement à sa carrière, en fait il s'acharne pas vraiment pour rafistoler le Canadien. Et en fait, ils couent ensemble les parois de l'estomac et la peau à l'extérieur du corps. Vous voyez ? Truc horrible, c'est une sorte de d'ourlet, vous voyez ? Ce qui donne en fait une fistule, c'est ce qu'on appelle une fistule, donc c'est une sorte de petite ouverture. Alors évidemment le trou n'est pas resté énorme, hein, parce que sinon le pauvre type serait mort d'infection très très vite. Il a laissé juste un petit orifice, ce qui est quand même parfaitement désagréable, ce qui lui permettait d'accéder à volonté au contenu de son estomac. Donc sympa, nice, hein, super cool de sa part. Le type, au passage, en fait, je lui disais, il faisait homme à tout faire en plus de cobaye humain, c'est-à-dire qu'il lui nettoyait son matériel, enfin quand il a pu sortir de son lit, bien sûr. Toute sa vie, il lui a fait sa petite vaisselle, il a été son aide laborantin, quoi, si vous voulez, dans ses expériences. Donc il était cobaye et laborantin, sympa. Évidemment, il a essayé de se tirer un paquet de fois parce qu'il trouvait pas ça très sympa. On l'a forcé à s'enrôler dans l'armée, enfin chaque fois on lui a remis la main dessus, on l'a forcé à s'enrôler dans l'armée et puis à accepter en fait d'être sous les ordres de Beaumont, hein, qui était militaire, médecin militaire, donc militaire. Donc là, comme il y avait question de commandement et d'ordre, il n'y avait plus trop le choix, Saint-Martin. Donc, du coup, jusqu'à un âge assez avancé, hein, il a comme ça servi
aux expériences de Beaumont sur la digestion, qui lui trempait des machins dans l'estomac et compagnie, enfin bon, ça je vous ai expliqué. Et Beaumont alors a été complètement reconnu pour ses travaux, a fait effectivement avancer les connaissances sur la digestion grâce à ça, et il a obtenu une chaire dans je sais plus quelle université, enfin bon bref, Beaumont est devenu quelqu'un de très important dans le monde scientifique. Et là, votre mission, en fait, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Votre mission, c'était de me dire ce que vous en pensiez de ça. Et il fallait argumenter. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, du moment qu'on justifie sa réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne jugeais pas vos réponses. Alors, de ce que j'ai lu pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes tous assez vénères contre Beaumont. Mais le tout, c'est d'expliquer pourquoi. Vous voyez? Si vous m'avez juste dit « ouais, ça se fait pas », c'est un peu léger en termes d'explication, vous comprenez? Donc faut pas hésiter à utiliser tout un vocabulaire dont je vais vous mettre des illustrations là sur ma vidéo, c'est-à-dire le vocabulaire de l'argumentation, je pense que car, parce que, en effet, cela étant, parce que vous pouvez avoir un avis, mais en général ce qui est pas mal, alors je suis pas prof de philo ni de français, mais souvent quand on vous demande d'argumenter, il faut quand même essayer de chercher les arguments pour et les arguments contre. Vous voyez, même si au fond on est contre, par exemple, il faut quand même essayer de voir le côté positif, et quitte à commencer par le côté positif et dire ensuite oui mais quand même, cependant, cela étant, etc. Donc faut pas hésiter à utiliser des mots un peu chics comme ça, hein, pour se la péter un peu. N'hésitez pas, ça fait toujours bien hein, sur une copie. Plutôt que de s'exprimer en langage familier. Vous voyez, donc il faut essayer d'un petit peu articuler ces idées. Donc, moi, je vais vous dire ce que moi j'en pense, en essayant d'être assez factuel, assez clair. On pouvait par exemple proposer une réponse du type « Alors, ces expériences de Beaumont étaient positives dans la mesure où il a fait énormément avancer la science dans le domaine de la digestion, et elles ont permis de mieux comprendre comment fonctionnait la digestion et éventuellement de soigner des malades. Donc, de ce point de vue, je pense que les travaux de Beaumont ont été bénéfiques, vous voyez ? Cela étant, on peut remettre en question le fait qu'il ait utilisé Alexis de Saint-Martin contre sa volonté et qu'il l'ait contraint à devenir son cobaye. On peut se dire que ça n'est pas très correct et très éthique de forcer quelqu'un, enfin de disposer du corps de quelqu'un contre sa volonté. Voilà, vous pouvez tenter une réponse un petit peu dans ce goût-là, vous voyez. Je trouve cela très choquant, etc. Donc ça, chacun faisait un petit peu à sa sauce. Moi, je vais vous proposer une réponse un peu bateau, vous voyez, mais histoire de vous montrer un petit peu le vocabulaire qu'on peut utiliser. Donc la réponse, je vais la mettre maintenant. Bon alors, petit changement d'idée, vu que je vous ai blablaté toute une réponse orale et qui m'était très personnelle, ce que je me suis dit, c'est qu'il serait plus utile que je vous mette surtout le vocabulaire de l'argumentation, enfin les mots, enfin c'est un titre un peu pompeux, hein, mais les mots importants qu'on peut utiliser pour articuler ses idées, pour démarrer ses phrases, et puis produire un texte du coup un petit peu intéressant. Donc je vais vous les mettre tout de suite les uns à la suite des autres, enfin je vais vous faire un petit panel, un petit dispatch. Donc premièrement, donner son avis. On peut commencer par des termes comme selon moi, à mon avis, d'après moi. On peut renforcer son idée, dire évidemment, assurément, manifestement, ça c'est quand on est sûr de soi. Et puis quand on n'est pas très sûr de soi, on peut utiliser des termes comme probablement, peut-être, vraisemblablement, on prend des précautions, on s'emballe pas, vous voyez? Ou il y en a plein d'autres. Hein. Ensuite, il faut organiser ses idées. Donc, pour commencer, premièrement, avant toute chose, voilà, avant de lancer sa première idée, quand on veut développer, on passe à de plus, en outre, d'autre part. Et puis, si on veut terminer son raisonnement, pour finir, enfin, somme toute. Alors, vous allez me dire, c'est des expressions du Moyen-Âge, mais moi je vous dis que ça le fait. Voilà. Et enfin, pour classer ses idées, pour dire le pour, le contre, pour justifier son idée, on peut utiliser en effet, car, parce que.
Ensuite, si on veut changer d'idée, si on veut annoncer un truc différent, cela étant, or, cependant, toutefois, et puis il y en a d'autres encore, hein, pour dire qu'on avance une nouvelle idée, en revanche, certes, si tant est que... Bon voilà, ça c'est quand on annonce une idée qui va à l'encontre des autres. Voilà, c'était un petit panel de ce qui pouvait se faire. Après, il y en a d'autres, encore une fois, hein, je vous laisse chercher dans votre vocabulaire. Je continue. Cet exemple illustre le pourquoi on a créé ce qu'on appelle des comités d'éthique. C'est des scientifiques en général, mais aussi ça peut être des philosophes, etc. C'est des personnes qui se réunissent pour savoir si en science on peut faire ou on ne peut pas faire certaines choses vis-à-vis de l'humain, mais vis-à-vis de l'animal, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis d'un tas de choses. Les comités d'éthique, ils servent à ça, ils servent à dire stop, là on est en train de dépasser le cadre de la morale. On ne peut pas faire des expériences sur des bébés. On ne peut pas s'amuser à manipuler le génome humain comme on veut. On ne peut pas faire ce genre de choses parce que ça irait trop loin, parce que c'est immoral, parce que ça crée des souffrances, etc. Ces gens-là, évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Je ne fais pas partie d'un comité d'éthique, hein, pour cause, parce que je ne suis pas assez rencardée là-dessus, mais... voilà, c'est des gens qui décident et qui remettent en question régulièrement ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire, histoire que tous les scientifiques s'amusent pas à jouer à Frankenstein, vous voyez, et qu'il n'y ait pas des dérives ensuite à base d'eugénisme ou de choses comme ça. Je vous laisserai voir ce que c'est. Il y en a qui ont tenté de le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, suivez mon regard, Hitler, bon bref, lui il avait une brigade de scientifiques qui ont largement bravé les recommandations des comités d'éthique, hein, eux ils s'en foutaient. Donc c'est d'ailleurs, ils ont commis ce qu'on appelle des crimes contre l'humanité, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est à ça que ça sert, les comités d'éthique, ça sert à ce que la science ne fasse pas n'importe quoi. D'accord, et ne dépasse pas certaines limites acceptables. C'est pas parce que on peut découvrir de grandes choses que pour autant on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et parfois, il faut trouver des moyens peut-être un peu plus longs, peut-être un peu plus coûteux, mais beaucoup plus respectueux du vivant, vous voyez, pour faire les choses. Parce que quand même, on n'est pas des monstres, et donc il faut savoir se contrôler. Voilà, bon, alors ça, j'attendais pas que vous me répondiez ça, hein, bien sûr, mais c'était un petit peu le but. Moi, je voulais que vous exerciez votre esprit critique, et surtout que vous n'ayez pas des avis juste comme ça. Moi, je pense que... C'est très bien de penser des choses, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais du moment que vous savez l'argumenter. Et ça, dans la vie, c'est super important, pas que en SVT évidemment, pour tous les sujets de la vie. Un truc que vous allez balancer sans l'argumenter, bah ça vaut pas grand chose. Vous voyez ? Ça pèse pas très lourd. Alors que si vous avez des arguments pour l'étayer, là, on va plus vous écouter. Et puis ça aura plus de valeur. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour, il me reste à faire le montage. Bébé dort toujours, c'est un miracle, c'est un miracle. Bah voilà, je vous fais le petit montage, et puis écoutez, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on va bientôt se revoir, parce que là, je trouve le temps un peu long. Je pense que vous, c'est pareil. Mais bon, bah, on suit les recommandations, on suit les règles, j'espère que vous continuez à bien vous laver les mains, pas trop sortir, même si c'est très pénible, voilà, essayez de faire en sorte que bah, le virus circule le plus lentement possible, parce que c'est ça le but, hein, pour éviter que les services hospitaliers soient bondés et débordés, et qu'il y ait trop de morts du coup. Donc c'est ça le principe, hein, c'est pas juste se protéger soi, c'est gérer la propagation du virus pour que ça aille le plus lentement possible. Bon, on déconfine lundi, mais tranquille, hein, vous avez vu, en Ile-de-France, on continue à faire gaffe, hein, d'accord ? Donc, bon, écoutez, en attendant des nouvelles plus fraîches et en attendant de vous revoir et de revoir vos frimousses, j'espère que, voilà, tout ira bien pour vous, et puis je vous dis à la prochaine. Arrête de parler, Madame Prévost, mais c'est pas possible. Allez, prenez bien soin de vous, salut!